Bonjour Nolwenn. Bonjour. On est vraiment extrêmement heureux de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Donc là, on a finalement discuté là pendant presque une heure de pas mal de questions, mais en fait qui concernent un peu tout le monde et notamment justement les patients. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par toi te présenter et puis on reparlera un peu de ces questions-là ensuite. Ok, donc brièvement, je m'appelle Nolwenn Tournière et je suis patiente partenaire. Donc vous avez commencé à en parler. On avait juste évoqué le sujet, on t'attendait pour en dire plus. Et donc toi, quand on a justement commencé un peu à discuter ensemble, quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit que en fait, la question du soignant, elle concernait tout le monde et elle te concernait aussi toi individuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Clairement, parce que si le soignant sait prendre soin, s'il y a bien une personne autour de la table, à nous 5, qui prend soin et qui a des actes de santé à faire et des décisions de santé à faire au quotidien, voire heure par heure, finalement, c'est moi, dans le lot, là, entre tous les 5. Donc voilà, je suis sous insuline. Donc avant même de rentrer sur le plateau, il a fallu que je regarde si j'allais pas faire une hypo en plateau, si j'étais pas en hyper. Non mais, vous voyez, donc en fait, les décisions de soins et les actes de soins, minute par minute, j'en fais. Et pareil pour mes enfants, qui ont aussi des pathologies. Donc quelque part, vous voyez, moi, ça m'interroge de dire, un soignant, c'est un professionnel qui a fait 3 ans, 5 ans, 10 ans d'études, alors que moi, je vis avec 10 ans, 15 ans, 20 ans et 24 heures sur 24. Donc finalement, je baisse un petit peu, on se re-questionne, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté professionnel de santé et de l'autre côté les patients ? Et tous finalement sont soignants ou acteurs de la santé. Voilà, c'était un peu pour challenger cette idée. Et alors toi, comment tu en es arrivé à être patient partenaire et est-ce que tu peux nous définir aussi ce que c'est le partenariat patient ? Parce que je pense que ça ne parle pas ici à tout le monde et puis peut-être même pour nos viewers. Ok. Le partenariat patient et le patient partenaire, c'est un petit peu un mot chapeau et dans lequel on met beaucoup de choses en ce moment. Moi, je suis rentrée par l'éducation thérapeutique du patient. Voilà, donc l'ETP qui est beaucoup plus démocratique et beaucoup plus connu, en tout cas en France. Et en fait, c'est surtout que j'ai subi l'ETP en tant que patiente où j'ai trouvé ça horrible, inefficace, pas du tout adapté. L'éducation thérapeutique du patient, donc c'est un programme en tant que diabète de type 1 par exemple, qui est très fréquent pour apprendre à gérer son insuline, apprendre à gérer son hypo, son hyper, donc quand on est trop haut dans sa glycémie, quand on est trop bas dans sa glycémie, apprendre à vivre avec sa maladie. Sauf que l'intention de l'éducation thérapeutique au départ, c'est de partir du besoin du patient et de construire avec lui, justement, un programme adapté pour qu'il vive mieux avec sa pathologie chronique. Donc ça, c'est ce que j'avais lu de l'ETP, mais après, ce que j'ai vécu de l'ETP, c'était absolument plus ça, voilà, où j'étais là pour apprendre, boire, et puis surtout protocoliser et faire, non pas répondre à mes questions que j'avais en tant que, ça faisait déjà quelques années que je vivais avec, mais plutôt sur changer toutes mes habitudes et puis sans partir de ce que moi vraiment j'avais besoin. Donc je me suis intéressée à ça en me disant, mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça l'éducation thérapeutique ? J'ai lu que non, et je me dis, tiens, je vais aller me former à l'éducation thérapeutique. Parce que j'ai su qu'il y avait certains patients, donc qu'on appelle plutôt dans l'éducation thérapeutique les patients experts, qui intervenaient auprès des professionnels de santé pendant les programmes. Et là, je me suis dit, tiens, là, il y a vraiment de la puissance. Et ce que j'ai découvert, donc j'ai fait un diplôme universitaire, donc un DU d'éducation thérapeutique, et là, pendant 1 an, je me suis posée pendant 120, 150 heures avec des professionnels de santé qui se formaient conjointement à la même formation. Et là, j'ai vu la puissance que c'était de travailler ensemble et de penser ensemble. Parce qu'il n'y avait pas que moi qui étais dans la vérité non plus. Certainement, il y avait aussi il y avait un juste milieu à trouver. Et c'est là où j'ai vécu finalement le partenariat en santé. Et après, je m'y suis intéressée. Tiens, finalement, si on allait enseigner ça aux formations initiales et aux formations continues. Je rigole parce qu'on s'est vu tout à l'heure avec Romain, on s'est aperçu que dans le cadre de ses études, en fait, il m'avait vu en tant que prof. Donc, on s'est aperçu ça avec café tout à l'heure. Le monde est petit. C'est ça, la PHP est petite. Donc, vous voyez aussi, en fait, re-questionner le fait qu'on a des pratiques. Moi, j'ai ressenti la puissance de cette pratique-là et le fait aussi de pas penser en silo, quoi. Pensons ensemble. On a envie d'améliorer ça, améliorons ça ensemble. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé sur ton rapport, par exemple, aux professionnels ou même dans ton parcours à toi, ou même dans l'évolution un peu du dialogue ? Parce que parfois, on avait un peu l'impression, dans l'ancien temps, si je peux dire ça comme ça, qu'il y avait un truc très vertical de posture entre le médecin et le patient qui finalement écoutait et le médecin qui décidait. Et qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton parcours ou dans ton regard sur la santé ou ton rapport à la santé ?
je suis ravie d'être avec des professionnels de santé qui ont envie de faire bouger les choses. Mais le paternalisme, il n'a pas disparu, quoi. Enfin, non, mais c'est juste une réalité. Oui, on est d'accord. Faut le dire. Donc, voilà. Après, ce que ça a changé, c'est que déjà, j'ai rencontré des professionnels de santé qui avaient envie de changer les choses et qui se disaient aussi que le paternalisme n'était pas quelque chose d'enviable, n'était pas quelque chose qui améliorait et qui vraiment, on perdait en efficacité, finalement. Ça n'avait pas de sens. Enfin, vous voyez, chacun met ses mots, mais ça choque aussi les professionnels de santé d'agir comme il y a 50 ans ou comme ça. Donc finalement, de construire une autre manière de travailler la relation de soins, de donner du sens et aux pratiques du professionnel de santé et aux pratiques quotidiennes aussi du patient, qui va mettre du sens aussi, non pas à sa maladie, je ne suis pas là-dessus, mais du sens à ses actes quotidiens. Il ne va pas faire machinalement un acte qu'on lui a appris sur un papier, il va se dire, tiens, pourquoi je le fais, à quel moment je le fais et qu'est-ce qui va être le meilleur bénéfice pour moi. Alors, donc oui, on est en train de parler on dit beaucoup, le patient, il faut qu'il soit acteur de sa santé, mais on ne passe pas du passif de patient, comme on a été pendant des siècles et des siècles, à acteur de sa santé, juste en disant agis. En fait, vous voyez. Non, mais il y a un truc. Voilà. Les personnes. Exactement. Donc c'est un vrai changement aussi côté professionnel de santé au cours des formations, et au cours des formations en règle générale, mais pour changer aussi les pratiques et les faire évoluer. Et alors concrètement, comment ça se traduit justement ? Ce changement, la question du partenariat patient. Ah, le partenariat. Eh ben, le partenariat, je vous ai passé une petite vidéo aussi pour voilà, parce que là il y a forcément, moi je suis embarquée côté patiente, mais aussi cette vidéo là juste après, c'est le côté médecin, voilà, qui dit lui comment il envisage le partenariat de soins. Si ça vous va, comme ça je peux rebondir dessus. On va aller voir la vidéo tout de suite. Qui suis-je? Je suis Philippe Carezvan, médecin de famille à Montréal et co-directeur de la direction collaboration partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. J'ai beaucoup de collègues qui se questionnent à savoir, qui me disent qu'ils sont en partenariat, qui croient à ça, qui font ça depuis longtemps. Puis finalement, je pense qu'être en partenariat, c'est un peu plus difficile que ça. C'est un peu plus difficile, puis c'est un peu plus compliqué quand tu es médecin. Parce que quand tu es médecin, tu penses vraiment que tu sais plus que le patient qu'est-ce qui est bon pour lui. Puis tu acceptes que le patient ne suive pas tes recommandations ou qu'il ne soit pas d'accord avec toi. Mais secrètement, tu penses que s'il était d'accord avec toi, ce serait mieux pour lui. C'est comme ça qu'on est entraîné, puis c'est ça qu'il y a dans notre culture. Puis être en partenariat, c'est quoi? Je prescris un médicament à un de mes patients, bien, là, sur un sujet que je connais bien, puis j'ai une bonne relation avec lui, puis je suis compétent, puis je suis bienveillant, puis je le prescris pour les bonnes raisons. Le patient ne le prend pas. Être en partenariat, ce n'est pas accepter qu'ils ne le prennent pas. Ça, tout le monde accepte, on n'a pas le choix. Être en partenariat, c'est d'être capable de se dire pendant une seconde, est-ce que ça se pourrait que c'est la meilleure décision pour sa santé? Peut-être pas, probablement pas, mais peut-être que oui. Pour faire ça, il faut absolument reconnaître à l'autre une expertise. On ne le fait pas avec nos enfants, parce qu'on ne leur reconnaît pas d'expertise. On pense qu'on a plus raison qu'eux. On pense qu'on comprend mieux qu'eux qu'est-ce qui est bon pour eux. Mais c'est ça la clé. C'est ça la clé du partenariat. Quand on dit que le patient a une expertise, puis que c'est un soignant, puis qu'il fait partie de l'équipe, c'est ça. Il y a une expertise que moi, je n'ai pas. Mon patient qui vit avec un diabète depuis 50 ans, il sait des choses que je ne pourrais jamais savoir. Tout simplement. Ces choses-là sont importantes. Maintenant, ce n'est pas interchangeable avec mon savoir. Ce n'est pas la même chose. C'est pas ça l'enjeu. C'est que les deux ont une place. Puis il y a certains moments où ses savoirs à lui sont plus importants que les miens. Ah, donc c'est hyper intéressant. Enfin, ça fait le lien avec ce que tu disais sur la complémentarité en fait, entre les patients et les professionnels. C'est exactement ça. Le partenariat, il va vraiment aller chercher ça. C'est-à-dire qu'on va sur l'efficience, l'efficacité et la pertinence. Pas que la pertinence. Des fois, c'est pas efficace en fait, si on met pas le patient dedans. Et juste pourquoi alors, c'est une pratique qui a des années et des années en fait, outre-Atlantique, donc au Québec. Donc non pas qu'il n'y a pas de médecins français qui étaient capables de répondre à cette question, mais par contre, aujourd'hui, c'est une référence dans le terme du champ du partenariat, en tout cas toute l'équipe québécoise de là-bas.
Ouais, ça rejoint aussi ce que dit Minute Kémy. On s'aperçoit rapidement que si le professionnel se positionne en autorité, qui va imposer sa propre volonté au patient, finalement, ça ne marche jamais. Donc, s'il y a d'autres témoignages, notamment de partenariats avec des patients, etc., dans les viewers, n'hésitez pas aussi à témoigner sur le chat de ça. Et puis c'est vrai que je trouve que ça donne aussi, parce qu'on parlait de la question un peu du sens, aussi de quel sens on trouve encore dans notre travail. Parfois, justement, je trouve qu'on a une perte de sens énorme. Moi, à titre personnel, en fait, quand j'ai fait des études de médecine, je pensais que j'allais être au lit du patient. Enfin, c'est un peu l'image qu'on a du médecin, plus ou moins en blouse blanche d'ailleurs. Et puis en fait, je me suis retrouvée là, mon premier stage en pédopsychiatrie, à faire des comptes rendus hospitaliers et finalement à passer presque, je pense, 90% de mon temps devant mon ordinateur. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai pas signé pour ça, quoi. Parce que justement, je trouvais que alors après, on s'occupe du patient aussi. C'est hyper important de coordonner les prises en charge. Enfin, le travail de l'interne, il est aussi là pour ça. Mais en tout cas, à titre personnel, il y avait une perte de sens parce qu'il n'y avait pas assez de contact avec le patient. Et je pense que c'est ce que tu disais, c'est comment redonner du sens. Ça peut être aussi grâce au patient et en fait, en repensant son cursus et son travail un peu au quotidien. Mais vous en parliez déjà tout à l'heure, juste avant que j'arrive, j'ai entendu Romain dire avec l'équipe, c'est important qu'on ait tous le même objectif. Mais en fait, si vous considérez que le patient il fait partie de l'équipe, il faut que vous ayez aussi les mêmes objectifs et il faut qu'il ait les mêmes objectifs que vous. Enfin, en fait, c'est la même chose qu'il faut déporter. C'est-à-dire que penser à un objectif de soins, de parcours de soins, sans le penser avec le patient qui est lui-même concerné et le principal concerné par ça, en fait, c'est tout à fait inefficace. Donc, vous voyez, toutes les questions que vous pensiez, le sens, c'est pareil. Si ça fait pas sens pour le patient, il va pas suivre son traitement, ça va pas être efficace et donc, vous perdrez du sens au conseil que vous donnez, puis beaucoup de temps, et il verra pas le sens non plus de faire ce que vous lui avez conseillé. Donc, vous voyez, il y a vraiment toute une chose, tout ce que vous avez pensé tout à l'heure au niveau de vos équipes et au niveau institutionnel, en fait, c'est à penser avec le patient, finalement. Et je crois que tu voulais aussi nous montrer un deuxième extrait qui concernait la posture que peut avoir le soignant vis-à-vis des patients et justement l'évolution de cette relation-là. En fait, pour introduire justement, c'est que souvent, donc au quotidien, j'accompagne des équipes et des professionnels de santé à intégrer des patients dans leurs projets, dans leurs équipes, dans leurs institutions. Et souvent, la première question, c'est mais en fait, ça commence, comment on fait ? Comment on fait pour faire du partenariat ? Et là, on repart du soin, donc toujours de Philippe Cariziran, qui est médecin généraliste, et il explique comment lui fait du partenariat dans les soins. On va voir ça tout de suite. Merci. On est beaucoup dans une logique où, comme si la clinique, ça nous appartient, puis le patient nous dérange en venant, puis il vient pour des mauvaises raisons. Comme si le cabinet du médecin appartient plus au médecin qu'à la population ou au patient. Ce qui est débile pour commencer, comme idée, ce qui est un peu fou, mais ensuite, c'est vraiment de décider de consulter un médecin, c'est déjà une décision de soin majeure, qui n'est pas facile. Personne ne veut le faire. Tout le monde repousse, procrastine, repousse, non, non, non. Et après, ils se décident, ils s'en vont, ils attendent dans la salle d'attente pendant 1 heure. Ils finissent par te voir, ils se sentent déjà coupables un peu ou mal, ou est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'aurais dû consulter plus tôt, ou est-ce que je dérange pour rien et tout ça. Il dit la première décision, la première intervention qu'on a à faire, c'est de valider cette décision de soins qu'ils ont prise. Tout d'abord, vous avez bien fait de venir. On va regarder ensemble. Puis dans les faits, ils ont toujours bien fait de venir. Moi, j'entends souvent mes collègues, mes étudiants dire « Le patient, il est venu pour rien, il est venu pour un nez qui coule ou tout ça. » Il n'y a personne qui consulte, ou en tout cas, du moins, c'est très rare, qui consulte pour le plaisir. Tout le monde préfère être à la maison. L'autre truc, c'est avec ces années de scientification de la médecine et de monopole du savoir, ça fait en sorte que c'est pas évident non plus de donner une place. Parce que j'ai beau demander à mon patient, « Et vous, qu'est-ce que vous pensez que vous avez? » C'est vrai qu'une fois sur deux, il va me répondre, « Ah, mais je ne sais pas, c'est vous le médecin. » Des fois, il est gêné de son hypothèse, des fois, il pense que c'est pas sérieux, il ne sait pas à quel point, puis c'est difficile. Je dis à mes étudiants de le faire, ils me disent, « Ah, il m'a dit, je ne sais pas. » Il faut que je m'y prenne par 2 ou 3 reprises, en fait. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez? Je ne sais pas. Je sais que vous ne savez pas, là, mais ça fait 5 jours que vous avez mal au ventre. C'est un monsieur intelligent, là. Je suis persuadé que vous avez pensé à quelques hypothèses. C'est au bout de 30, 60 secondes, comme ça, il faut mettre la table pour redonner la place à ça.
où tout d'un coup, ils n'ont plus honte, sont plus gênés, ils osent dire. Et la plupart du temps, c'est très, très utile pour moi cliniquement. Ils ne sont jamais si loin que ça de la traque. Ou du moins, je sais qu'est-ce qui les inquiète. Un mal de ventre chronique qui s'installe depuis longtemps ou qu'on ne sait pas trop c'est quoi, c'est pas si évident de trouver la cause. Mais si je comprends bien que ce qu'il veut principalement, c'est être sûr que ce n'est pas un cancer, je suis capable de faire ça assez rapidement et assez facilement. Le travail devient plus facile si on s'adapte à la demande, aux attentes, aux craintes du patient. Mais pour ça, il faut qu'il les formule. Et pour l'instant, il faut parfois qu'on ouvre, qu'on mette la table, qu'on l'aide à les formuler. Parce que les patients on a été très bons en médecine là, pour garder les patients dans une posture de passivité où est-ce qu'ils ont l'impression que leurs savoirs ne sont pas si valides que ça. Donc, je pense qu'il faut maintenant faire notre part aussi. Ça fait de moi un meilleur médecin, puis un médecin qui est moins fatigué à la fin de chaque journée. Non, je pense que c'est hyper touchant parce que ça fait le lien avec tout ce qu'on dit là depuis le début de l'émission. Je vous ai entendu tout à l'heure où vous cherchiez justement le sens et comment redonner du sens. Et, en fait, le débat que je vais vous mettre sur la table, c'est qu'en fait, le patient, il peut donner sens à tout ça. Et vraiment, là, on voit dans le soin, voilà, parce qu'il a du pouvoir d'agir. Là, Philippe, quand il pose les questions à son patient et qu'il construit la réponse ensemble, voilà, il n'y a pas d'urgence derrière, et il voit qu'il va vraiment répondre aux besoins du patient qu'il a questionné. Là, ça donne sens aussi. Il a un pouvoir d'agir et il a répondu à une vraie demande. Voilà. Et pareil, quand on monte un petit peu à chaque fois dans la hiérarchie, dans l'organisation, quand vous mettez un patient dans un programme ETP pour construire avec vous le programme ETP et le penser avec vous, nécessairement, il y a quand même de bien plus fortes chances que le programme ETP réponde plus aux besoins et aux attentes des autres personnes qui sont concernées par les mêmes enjeux que ce patient. Là, j'ai une petite question qui me vient, mais du coup, c'est quoi tes conseils pour dire aux gens, en fait, que vos patients deviennent patients partenaires, c'est possible. Je ne sais pas d'ailleurs, Inès et Romain, si vous le faites, dans vos actions, mais ce serait quoi tes petits conseils pour permettre aux gens de passer le cap ? Alors, quand tu dis les gens, c'est les professionnels de santé qui ont envie de travailler avec un patient ? Excuse-moi, les équipes. Ok. Déjà, en éducation thérapeutique, c'est des choses qui se font depuis des années. Donc, il y a déjà, peut-être, se rapprocher aussi des équipes au sein du même centre qui font déjà ça. Ensuite, vous avez un bon vivier de patients, souvent. Et le patient partenaire, ça ne va pas nécessairement être celui qui va dire oui à tout. Vraiment pas, en fait. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'il va venir challenger, il va venir critiquer un peu le système, il va venir critiquer un peu les décisions, mais par contre, il va le faire de façon constructive. Et quand on accompagne des professionnels de santé, justement, à répondre à cette question, on leur dit, vous avez tous un ou deux patients dans votre patientèle qui remet un peu en cause vos pratiques, et en même temps, vous rentrez chez vous en disant, il n'a peut-être pas tort. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais il n'a peut-être pas tort, et il vous fait aussi avancer, cheminer. Et ce patient-là, en plus, il continue à venir vous voir. C'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas d'accord, vous continuez à le suivre en tant que médecin, en tant que pharmacien. C'est ce patient-là, en fait. C'est celui qui va réussir à vous challenger, à vous dire non quand il n'a pas envie, et en même temps, à ne pas rompre ce lien de confiance, ni vous, ni lui. Ouais. Donc, en fait, vous allez construire ensemble, et certainement, la solution, ce n'est pas celle que vous auriez envisagée seule, ce n'est pas celle qu'il aurait envisagée seule non plus. En fait, c'est réunir ensemble, vous pensez, vous allez plus loin. C'est comment est-ce qu'on apprend des autres aussi. Comment on apprend des autres, et puis savoir aussi être dans une conflictualité constructive, c'est-à-dire savoir se dire non, savoir se respecter, voilà, mais construire une solution plus efficace ensemble. Eh ben, merci beaucoup Nolwenn pour cette chronique, c'était vraiment passionnant. C'était trop chouette. Et puis on espère te revoir vite peut-être dans la fabrique des soignants. Merci pour votre invitation. Et ben, à très bientôt. vite. Salut.